Dans un monde où la puissance magique est la seule mesure de valeur, Ikki Kurogan est méprisé comme le pire des mages, un vrai cancre, à cause de son manque total de talent. Sa propre famille le traite comme s'il n'existait pas, allant même jusqu'à saboter sa scolarité pour tenter de le faire expulser de l'école. Déterminé à prouver sa valeur, même sans les talents naturels de sa famille, il décide de remporter le prestigieux tournoi des 7 étoiles. Un beau jour, il tombe sur une nouvelle croustillante, une princesse du ramen, Stella, célèbre pour sa chevelure rose flamboyante et son penchant à abuser de ses privilèges royaux. En apprenant l'existence de sa vie apparemment enchantée, il ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'envie et de méditer sur l'injustice de l'existence. Convaincu que courir par un temps glacial, rêvant de devenir un chevalier mage, idéal, un être d'exception capable de matérialiser son âme en armure et de maîtriser des super pouvoirs. Après sa séance, il retourne dans sa chambre et y découvre une jeune fille qui, aux surprises, avait oublié de verrouiller la porte. La jeune fille, toute gênée, se plaint à la directrice. Et à sa grande surprise, cette fille n'est autre que la princesse Stella, fraîchement inscrite dans son école. La directrice, avec un ton solennel, évoque le fier héritage de l'établissement et ses principes chevaleresques, insistant sur les dégâts potentiels que sa conduite pourrait causer à la réputation de l'école, et exige qu'il assume ses actes, en homme bien sûr. Il lui présente des excuses plutôt minables, mais Stella reste inflexible, refusant de le laisser s'en tirer à si bon compte. Elle lui propose plutôt un duel à mort, une chance pour lui de racheter son honneur après avoir commis une offense aussi grave. Il tente de la raisonner, mais ses mots ne font qu'attiser sa colère, et elle s'approche de lui, menaçante. Dans un geste désespéré pour échapper à sa fureur, il se met à complimenter sa beauté, espérant que la flatterie serait son arme secrète. Et à sa grande surprise, son compliment, maladroit mais amusant, fait mouche. Stella rougit comme une pivoine et oublie sa rage l'espace d'un instant. La directrice interrompt leur petit moment et les bombarde de la nouvelle. Ils sont colocataires, à cause de leur classement. Ikki est classé F, Stella A. Le choc est total pour les deux, ce qui déclenche une dispute immédiate. Pour mettre fin à leur chamaillerie, la directrice suggère un combat simulé pour les départager. Stella propose que le perdant devienne le serviteur du vainqueur et doive obéir à tous ses ordres, ce à quoi ils l'acquiescent avec un sourire béat. Sur le champ de bataille, la directrice leur rappelle qu'il s'agit d'un combat simulé, garantissant l'absence de blessures physiques, car c'est une simulation, mais qu'il est possible d'épuiser la force physique de l'adversaire. Le combat commence, et Ikki déploie des talents d'épéiste impressionnants, contrant habilement les attaques enflammées de Stella. Il complimente son talent et son travail acharné, puis révèle sa technique, l'acier joué, qui lui permet de percer à jour les mouvements de son adversaire et finalement de la vaincre, lui assurant la victoire. Après le combat, Stella se retrouve à l'infirmerie où elle interroge la directrice sur la façon dont Ikki a pu la vaincre malgré son faible rang F. La directrice explique que le classement est basé sur la capacité globale d'un chevalier plutôt que sur sa réelle prouesse au combat et révèle à contre-cœur qu'il n'existe actuellement aucun système pour évaluer Ikki de manière équitable. Elle demande ensuite à Stella pourquoi elle a choisi d'étudier à l'étranger. Stella révèle qu'elle ne voulait pas être perçue comme une simple surdouée, mais plutôt être reconnue pour ses propres capacités. C'est la raison pour laquelle elle a déménagé ici pour prouver sa vraie valeur. Plus tard, Stella entre dans sa chambre pour s'excuser auprès d'Ikki, mais le trouve profondément endormi. Alors qu'elle l'admire un instant, il se réveille involontairement, à sa grande gêne. Elle s'excuse et accepte d'être sa servante, ou son chien, selon leur accord initial, pour satisfaire tous ses désirs. Cependant, il se contente d'en rire et lui demande d'être sa colocataire, ce qu'elle accepte à contre-cœur. Le lendemain, alors qu'ils terminent leur course matinale ensemble, il mentionne nonchalamment que courir 20 km par jour fait partie de sa routine, comme si c'était aussi banal que de se brosser les dents. Elle répond qu'elle a réussi à le suivre aujourd'hui, suggérant qu'elle peut tenir son rythme. Il révèle ensuite que sa sœur commence l'école ce jour-là, ce qui éveille ses soupçons, mais il la rassure en affirmant qu'ils sont bien frères et sœurs de sang. En classe, leur nouvelle professeure, Yuri Ariki, accueille chaleureusement tous les nouveaux venus et explique les règles de la compétition à venir. Elle les informe que la sélection sera désormais basée sur de vrais combats et que les 6 meilleurs seront choisis comme représentants de l'école. Mais alors qu'elle s'apprête à détailler les techniques de combat, un événement bizarre se produit. Elle crache un liquide rouge sur tout le sol, une scène digne d'une publicité pour jus de tomate bien corsé. Plus tard, Ikki et Stella lui rendent 30 visites à l'hôpital et elle explique que cela arrive presque tous les jours. Elle vomit environ 1 litre de liquide rouge chaque jour, il lui conseille de se ménager et de ne pas trop forcer, puis révèle à Stella que c'est grâce à sa sensei, Yuri, qu'il a pu être accepté dans cette école. Sur le chemin des cours, une fille nommée Kagami l'approche soudainement, louant sa performance lors du combat simulé, et lui demande avec enthousiasme une interview. Ikki rougit, et Stella s'éloigne, visiblement contrariée par la jalousie. Poliment, il décline l'offre d'interview et se dépêche de rattraper Stella, tentant de la calmer. Cependant, il est de nouveau interrompu par une fille nommée Shizuku, qui l'approche en l'appelant Oni-sama, ce qui signifie « grand frère ». Il salue chaleureusement sa sœur, mais elle surprend tout le monde en l'embrassant sur les lèvres, laissant les spectateurs bouche bée, choqués et désapprobateurs. Shizuku exprime à quel point il lui a manqué pendant les 4 années de leur séparation, mais Stella intervient, l'attirant loin de lui et le réprimandant pour s'être livré à une activité aussi indécente avec sa propre sœur.
Shizuku commence à se disputer avec elle à propos d'Iki. Et dans le feu de l'action, Stella révèle accidentellement à tout le monde qu'elle et Iki ont une relation maître-serviteur, laissant tout le monde sous le choc. En entendant cela, Shizuku invoque son épée d'eau, et Stella fait de même en invoquant la sienne. La tension monte alors qu'elles échangent des insultes sur l'apparence physique de l'autre avant de se lancer à l'attaque. La directrice intervient, les emmène aux toilettes des dames et les avertit sévèrement que l'utilisation d'armes en dehors des zones d'entraînement désignées est strictement interdite. En guise de punition pour leur comportement, elle leur ordonne de nettoyer toutes les toilettes des dames pendant une semaine entière. Après le départ de la directrice, au lieu de s'affronter à l'épée, elles poursuivent leur bataille verbale, échangeant à nouveau des insultes sur leur apparence physique. Après la retenue, Shizuku avertit Stella de ne pas se comporter de manière aussi éhontée, et lui révèle comment Iki s'est senti traité comme s'il n'avait jamais existé, ce qui la choque profondément. Plus tard, Stella confronte Iki à propos de cette révélation, et il se confie sur son enfance difficile. Il raconte comment sa famille l'a traité misérablement parce qu'il n'avait pas les mêmes pouvoirs que son grand-père, Ryoma, un samouraï puissant et très réputé. Ils agissaient comme s'ils n'avaient jamais existé et l'excluaient de toutes les réunions de famille. Il se souvient d'un incident lors d'une fête du Nouvel An où il ne put plus supporter l'indifférence et décida de s'enfuir de chez lui. Perdu et sans nulle part où aller, il était sur le point d'accepter son triste sort. Mais alors, son grand-père, Ryoma, apparut et l'encouragea à ne jamais abandonner. Les mots de Ryoma l'inspirent désormais à devenir un chevalier fort et puissant, tout comme son aïeul. Il révèle que personne ne lui a rien appris et qu'il a dû tout apprendre par lui-même jusqu'à présent. L'idée qu'il devienne chevalier était difficile à accepter pour tout le monde et l'ancienne directrice avait même établi des règles pour s'assurer qu'il échouerait et l'empêcherait d'obtenir son diplôme. Cependant, la nouvelle directrice est bien meilleure et fait de son mieux pour l'aider. Et c'est pourquoi elle l'a assigné à travailler avec Stella. Le lendemain, Iki et Stella s'entraînent à l'épée en prévision de la compétition à venir où ils espèrent être élus représentants de l'école pour le festival des 7 étoiles. Après leur séance d'entraînement, elle l'informe qu'elle a reçu un courriel de l'école révélant que son adversaire sera Momotani, un élève de 3e année. Il commence à lui parler du style de combat de Momotani, mais elle l'interrompt, exprimant sa préférence de ne pas en savoir trop à l'avance. Elle explique qu'elle considère ces batailles comme un entraînement pour de futures rencontres avec des adversaires inconnus. Il est d'accord avec elle, reconnaissant qu'ils ne pourront pas toujours anticiper les capacités de leurs adversaires, puis il remarque à quel point ils s'entendent bien, ce qui la fait rougir. Alors que la cloche de l'école sonne, signalant le début des cours, Stella rassemble tout son courage pour lui proposer un rendez-vous le lendemain. Avec une rougeur sur les joues, elle ouvre la bouche pour parler, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, son téléphone sonne, annonçant un message de sa sœur. Celle-ci lui demande d'aller faire du shopping avec elle le lendemain, ce à quoi il répond qu'il le fera. Le cœur de Stella se serre comme un ballon dégonflé, et son visage passe de l'espoir à la fureur en une fraction de seconde. Le lendemain, elle les interrompt et interroge Shizuku sur l'homme qu'elle a amené. Rongée par la jalousie, le présente comme Alice, et elle commence à se tente de séduire Iki avec espièglerie, ce qui met Stella en colère. Cependant, Alice s'en amuse et dit que c'est une blague. Ils prennent le train pour le centre commercial et à leur arrivée, ils flânent dans différentes boutiques. Stella s'exclame que c'est sa première fois dans un centre commercial japonais, mais s'arrête net quand elle voit Iki et Shizuku se tenir la main. Elle se met à crier sur Shizuku, l'accusant de comportement inapproprié. Shizuku explique que ce n'était qu'un geste innocent entre frères et sœurs, mais Stella rétorque que ça n'avait pas l'air si innocent quand Shizuku l'a embrassé devant tout le monde l'autre jour. Stella demande alors à Iki si elle peut aussi lui tenir la main, agissant comme la pauvre perdante qu'elle est. Mais Shizuku l'interrompt vivement, lui disant qu'une servante ne devrait pas tenir la main de son maître et écarte Stella, comme si elle était un vulgaire insecte. Shizuku l'entraîne alors loin d'elle, et Stella se met à lui crier dessus, tandis qu'Alice tente de la consoler. Plus tard, ils prennent une collation dans un restaurant du centre commercial, et Shizuku laisse tomber accidentellement une goutte de glace sur sa joue. Iki essuie délicatement la glace de sa joue et la lèche, rendant Stella folle de jalousie. Dans une tentative désespérée d'obtenir le même traitement, Stella s'étale de la glace sur tout le visage et demande à Iki de faire de même. Cependant, Iki trouve ce geste un peu excessif et décide d'aller chercher une serviette à la place. Shizuku la traite de stupide et de pathétique pour son comportement, tandis qu'Alice la soutient et l'encourage, lui disant qu'il sera son plus grand supporter. Plus tard, dans les toilettes des hommes, Iki discute avec Alice de sa sœur, disant qu'elle est toujours très réservée, et il est surpris qu'elle se soit ouverte à Alice, le remerciant d'être un ami pour Shizuku. Soudain, ils entendent un bruit à l'extérieur, ce qui pousse Alice à tirer Iki dans sa dimension d'ombre pour se cacher. Un groupe d'hommes déguisés en ravisseurs fait irruption dans les toilettes, mais les trouvant vides, ils repartent. Une fois que la voie est restée libre, Iki et Alice émergent de leur cachette d'ombre, se demandant ce qui se passe. Iki suppose que les gens à l'intérieur du centre commercial ont peut-être été pris en otage par ce groupe d'hommes. En réponse, Alice invoque son épée, l'ermite des ténèbres, et explique qu'il peut contrôler les ombres avec elle, ce qui lui permet de se déplacer à l'intérieur des ombres. Profitant de cette capacité, Alice crée un portail d'ombre et emmène Iki à la salle de sécurité à travers celui-ci.
En arrivant à la salle de sécurité, il trouve Beauregard ligoté et inconscient, probablement à cause d'un anesthésiant. Iki informe rapidement la directrice de son école de la situation. Après avoir consulté les autres membres du conseil, la directrice accorde à Iki et à ses amis carte blanche pour capturer les ravisseurs et gérer la situation comme ils l'entendent. Pendant ce temps, les ravisseurs ont pris en otage toutes les femmes et les enfants à l'intérieur du centre commercial, y compris Stella et Shizuku. Shizuku avertit Stella de ne pas attirer l'attention sur elle, car elle a un plan bien précis. Cependant, l'un des ravisseurs commence à brutaliser une dame, et son enfant vient à sa défense en jetant une glace sur l'agresseur. Enragé, le ravisseur s'apprête à tirer sur l'enfant, mais Stella intervient juste à temps. Elle sauve le garçon en utilisant son attaque de dragon cracheur de feu contre le ravisseur. En représailles, le ravisseur lui tire dessus, mais Stella reste indemne grâce à sa légendaire robe d'impératrice qui peut résister aux balles. Soudain, un homme mystérieux encapuchonné, nommé Bichot, qui s'avère être le chef, apparaît et intervient, s'adressant à Stella comme à une princesse. Il réprimande le ravisseur pour avoir harcelé l'enfant et décide de punir la mère à la place. Stella, animée par sa détermination à protéger les innocents, invoque son épée de feu et lance une puissante attaque contre Bichot. Cependant, à sa grande surprise, Bichot contre son attaque en utilisant son anneau du jugement, un attribut du crime et du châtiment, qui a la capacité d'absorber toute attaque dirigée contre lui, convertissant l'énergie de l'attaque en une forme de punition. Non préparé à une défense aussi formidable, l'attaque de Stella est absorbée par l'anneau du jugement. Bichot riposte alors en la frappant au ventre, la projetant dans les airs avant qu'elle ne s'écrase lourdement au sol. Il explique froidement les capacités de ces anneaux, soulignant qu'ils sont conçus pour transformer la force des actions criminelles en punition. Il se moque d'elle pour avoir tenté de jouer les héroïnes et lui offre un moyen de sauver les otages, mais pour cela, elle doit retirer ses vêtements devant tout le monde. Elle s'exécute pour sauver les autres, et tout le monde détourne le regard. Pendant ce temps, Iki est furieux contre le chef et tente de se libérer de l'emprise d'ombre d'Alice, qui cloue son ombre au mur afin de pouvoir sauver Stella de cette situation si honteuse. Cependant, Alice empêche Iki d'intervenir, expliquant que Shizuku peut créer une barrière magique sans que personne ne le remarque. Malgré cela, Iki ne supporte pas de voir Stella dans cet état et continue de se débattre pour se libérer. À ce moment précis, Shizuku libère sa puissante attaque du mur de vagues, créant une barrière magique autour des otages. Bichot ordonne aux ravisseurs de tirer sur tout le monde, mais rien ne se passe. Tout cela grâce à la barrière magique de Shizuku. Prenant un risque calculé, Iki parvient à attaquer Bichot en courant, en cercle aléatoire, avant d'exécuter son attaque secrète de l'épée éclair, qui tranche le bras de Bichot. Il explique que son épée est plus rapide que la vision de Bichot, rendant impossible pour ce dernier d'absorber l'attaque. Alice et Stella achèvent les autres ravisseurs, et en la voyant saine et sauve, Iki serre Stella dans ses bras, soulagé, et s'excuse. Shizuku arrive avec ses vêtements et demande à Stella de se préparer, tout en admirant son courage d'avoir tenu tête au chef. Alors qu'on pense que tout est rentré dans l'ordre, une femme du groupe s'empare d'un otage et menace de lui faire du mal. Bichot rit diaboliquement, révélant que l'un de ses membres l'avait caché parmi les otages, juste au cas où. Cependant, la situation prend une tournure surprenante lorsqu'un mystérieux individu nommé Kirihara apparaît de nulle part et élimine la femme en utilisant son attaque laser de la lune brumeuse. À la surprise générale, Iki reconnaît immédiatement Kirihara de l'école. Plus tard, Kirihara s'attribue tout le mérite de l'acte héroïque et se vante de ses capacités auprès des autres élèves de l'école au grand agacement de Stella et Shizuku. Iki s'approche de Kirihara et le remercie d'avoir sauvé les otages, mais Kirihara se moque et insulte les pouvoirs d'Iki. Enragé par cela, Stella intervient pour défendre Iki, mais il l'empêche d'aggraver la situation. Kirihara rit et révèle qu'Iki n'est pas aussi puissant qu'il le prétend, racontant une rencontre passée où Iki aurait apparemment fui un combat contre lui, laissant Stella sous le choc. Il ajoute ensuite que le premier adversaire d'Iki dans la compétition à venir n'est autre que lui-même. Le lendemain, la compétition commence et la première adversaire de Stella est Momotani, également connue sous le nom de char lourde, en raison de sa défense redoutable. Il possède un dispositif d'armure très rare appelé Goliath, qui libère une quantité phénoménale de puissance dans les situations de combat rapprochés. Le public applaudit Momotani pour ses compétences au combat et son ancienneté dans la compétition, persuadé qu'il sera un adversaire redoutable. Mais elle l'affronte avec une confiance inébranlable et l'intimide pour qu'il cède. En conséquence, elle est déclarée vainqueur, choquant tout le monde et prouvant sa prouesse en tant que formidable concurrente dans la compétition. Après la bataille, Shizuku et Alice discutent de la performance de Stella. Alice fait l'éloge de Stella, mais Shizuku balaye ça d'un revers de main, affirmant que vaincre un adversaire faible n'est pas de quoi se vanter. Juste à ce moment-là, Stella se joint à leur conversation et les félicite également pour leur victoire. Plus tard, Iki regarde une vidéo des compétences de combat de Kirihara avec Stella et est choqué par ses capacités. Stella demande si Kirihara utilisait une technique d'invisibilité zonale, une méthode qui rend la présence et l'odeur indétectables, créant ainsi un camouflage parfait. Iki confirme que c'est une caractéristique de l'arme de Kirihara, ce qui lui confère un avantage plutôt sournois.
Stella exprime son aversion pour le style de combat de Kirihara, qui consiste à attaquer les ennemis à distance de sécurité en utilisant un camouflage furtif. Iki est d'accord, disant que si Stella devait affronter Kirihara au combat, il se retirerait probablement, car ses attaques à large portée contreraient facilement ses tactiques de furtivité et d'invisibilité zonale. Il révèle ensuite que Kirihara évite généralement de combattre les adversaires qui utilisent des attaques de combat à large portée comme Stella, et qu'il a gagné le surnom de chasseur en raison de ses tactiques sournoises. Elle désapprouve l'approche lâche de Kirihara, le traitant de poulet mouillé, mais reconnaît aussi qu'il peut s'avérer un adversaire redoutable pour Iki. Elle exprime son inquiétude pour sa sécurité et lui demande s'il sera capable de l'affronter. Iki la rassure, affirmant qu'il a trouvé un moyen de vaincre Kirihara et qu'il est confiant de sortir victorieux de ce duel. Plus tard, lors d'une course déterminée, Iki rencontre Alice qui lui demande s'il y avait eu des antécédents de harcèlement entre lui et Kirihara. Iki soupire et se confie à Alice sur son passé, lui racontant que l'année dernière, sa famille, qui avait des liens avec l'ancien directeur de l'école, avait cherché un moyen de le faire expulser de l'établissement. Kirihara y a vu une opportunité de le cibler et a commencé à le harceler. Kirihara l'a défié en duel pour prouver sa valeur, mais Iki n'était pas intéressé à participer. Malgré la réticence d'Iki, Kirihara l'a harcelé et attaqué sans relâche, même quand Iki était désarmé et ne voulait pas se battre. En conséquence, il n'a pas été puni ni expulsé par la directrice de l'école. Après avoir entendu cela, Alice exprime sa sympathie et lui souhaite bonne chance avant de partir. Alors que la bataille approche, Stella demande à Iki s'il veut regarder les combats en cours, mais il répond qu'il restera dans la zone d'attente, se concentrant sur ses stratégies. Dans la zone d'attente, il reçoit des instructions d'un écran numérique, l'avertissant que le combat de la compétition n'est pas une simulation et peut causer de graves blessures. L'écran lui demande de ne continuer que s'il comprend pleinement les conséquences, et il l'appuie avec confiance sur le bouton pour approuver sa participation. Soudain, une fille vêtue d'un kimono rouge se moque de lui pour prendre des décisions hâtives, mais il répond qu'il est confiant en ses capacités et n'a aucune hésitation. Il la reconnaît comme Shikyo, une princesse démoniaque de la Ligue supérieure, et elle est ravie qu'il la connaisse. De nulle part, elle le serre dans ses bras et lui propose de lui donner des leçons privées très spéciales ce soir-là. Cependant, leur conversation est brutalement interrompue par la directrice, qui interroge Shikyo sur sa mauvaise conduite envers Iki et lui rappelle le match qu'elle était censée superviser. Sekio, censée être une nouvelle instructrice, tente de se cacher derrière Iki, mais la directrice la tire loin de lui. Alors que le match débute, Iki se remémore son enfance et sa toute première rencontre avec Stella. L'annonceur accueille tout le monde avec un enthousiasme débordant, et aux grandes dames de Sekio, elle se retrouve chargée du rôle de commentatrice. Kirihara entre dans l'arène avec une confiance inébranlable, acclamée par la foule. Iki entre ensuite dans l'arène, et la bataille commence. Kirihara utilise sa technique de zone invisible pour attaquer Iki de toutes parts, le narguant et le provoquant sans relâche. Malgré la difficulté, Iki parvient à dévier la plupart des attaques laser de Kirihara, traçant habilement leur origine, pour le localiser. Cependant, Kirihara disparaît soudainement et annonce qu'il préviendra Iki de l'endroit où il frappera avant même de l'attaquer. Grâce à cette nouvelle stratégie, Kirihara réussit à porter plusieurs coups au corps d'Iki, qui subit de graves blessures suite à cet assaut imprévu. Il explique qu'il peut désormais appliquer son invisibilité à ses attaques laser. Ainsi, Iki ne pourra plus les dévier comme avant. Voyant Iki se faire malmener, Stella s'emporte et se demande pourquoi il n'a pas attaqué le premier. Cependant, Alice explique qu'Iki était probablement nerveux, ce qui fait réaliser la vérité à Stella, qui se sent coupable de ne pas l'avoir compris plus tôt. De retour dans l'arène, Kirihara poursuit ses attaques incessantes sur Iki et décide de révéler à tous la condition qu'il a posée à la nouvelle directrice pour sa remise de diplôme. La condition est qu'Iki doit absolument remporter le combat du Festival des 7 étoiles, sinon il ne sera pas autorisé à obtenir son diplôme. Lorsque le public entend cette révélation, il éclate de rire, car le tournoi des 7 étoiles est extrêmement difficile à gagner, et il se moque d'Iki, affirmant qu'un rang F comme lui n'a aucune chance de l'emporter. Kirihara porte un coup fatal, et Iki s'effondre au sol, tandis que Kirihara le traite de bon à rien, avec mépris. La foule se joint à lui, riant et scandant « bon à rien » également. L'aura ardente de Stella s'embrase, et elle exige que tout le monde se taise et arrête de se moquer de son chevalier préféré. Elle encourage ensuite Iki à ne pas abandonner, et en entendant ces mots, il trouve la détermination de se remettre debout et la remercie avant de se préparer à contre-attaquer Kirihara. Il réalise qu'il doit compter sur sa technique imparfaite, Itoshura, pour contrer les attaques de Kirihara. Utilisant sa vision parfaite, il décrypte les mouvements de Kirihara et le vainc avec succès, sortant vainqueur. Cependant, l'effort de cette bataille intense laisse des traces, et Iki s'effondre au sol, épuisé. Sekio explique à tous qu'Iki a utilisé sa technique de vol d'épée, ce qui lui permet de comprendre la logique de son adversaire et de l'utiliser contre lui, tout comme il l'a fait avec Stella lors de leur combat d'entraînement. Plus tard à l'hôpital, Stella reste au chevet d'Iki, profondément inquiète pour lui. Épuisée par les événements, elle finit par s'endormir à ses côtés, partageant un moment touchant. Pendant ce temps, Alice console Shizuku.
qui est profondément affectée émotionnellement par l'intensité de la bataille et ses répercussions. Quand Stella se réveille, elle réprimande Ikki de l'avoir regardé dormir sans la réveiller. Cependant, il saisit l'occasion pour lui avouer ses sentiments, exprimant à quel point il est heureux de l'avoir rencontrée. Rougissante, Stella lui rend ses sentiments et l'embrasse sur la joue. Dans ce moment tendre, ils se promettent de rester ensemble et de s'efforcer d'atteindre le plus haut rang de chevalier, impatients de s'affronter lors de la bataille finale. 2 semaines se sont écoulées, depuis que Stella et Ikki se sont avoués leurs sentiments, mais Ikki n'a encore rien fait à ce sujet, ce qui inquiète Stella. Elle s'entraîne avec son épée, se préparant pour les batailles à venir. Mais ses inquiétudes concernant leur relation persistent. Pendant ce temps, lors du match de sélection, Ikki excelle, remportant 5 matchs consécutifs et se rétablissant ainsi comme un adversaire redoutable, se débarrassant de sa réputation de bon à rien. Le public le loue, le surnommant le roi de l'épée sans couronne. Plus tard, après l'un de ces matchs, la jeune journaliste Kagami et son ami l'approchent et expriment leur désir d'apprendre l'escrime avec lui, et sans hésitation, il accepte de les enseigner. Cela rend Stella inquiète et jalouse, car elle craint que davantage de personnes cherchant l'attention d'Ikki ne créent une compétition pour son affection et ne causent potentiellement des problèmes à leur relation. Le voyant recevoir l'affection de tant de filles, les garçons de sa classe commencent aussi à l'envier et décident aussi de le harceler. Lorsque le cours commence, l'instructrice Yuri-chan entre, mais avant qu'elle ne puisse commencer à enseigner, elle vomit à nouveau un liquide rouge en classe, provoquant la panique parmi les élèves et entraînant le renvoi du cours. De retour dans leur chambre, Stella exprime sa frustration à Ikki, lui disant qu'il est trop généreux et devrait privilégier de passer plus de temps avec elle plutôt que d'enseigner aux autres. Cependant, Ikki, un peu à côté de la plaque, ne comprend pas entièrement ses véritables préoccupations et répond nonchalamment que ça ne le dérange pas d'aider les autres. Au moment où Stella s'apprête à exprimer son désir d'une relation plus engagée, elle voit qu'Ikki s'est endormi, ce qui alimente encore plus sa colère et sa frustration. Le lendemain, Ikki enseigne aux filles l'équilibre sur une jambe, une technique d'art martial chinois pour améliorer la force du tronc. Il explique que pendant un combat, plus de poids est exercé sur une jambe que sur les deux, rendant cette technique essentielle. La jeune journaliste Kagami prend des notes avec diligence, impatiente de publier un article à ce sujet à l'avenir. Le voyant entouré de filles, les garçons de la classe deviennent de plus en plus en colère et le confrontent. Ils le traitent de senpai raté et invoquent leurs armes pour le défier. Cependant, à leur grande surprise, Ikki les gère facilement sans utiliser son épée spirituelle, déviant leurs attaques sans effort avec ses mains nues. Réalisant sa force, les garçons acceptent leur défaite et s'inclinent devant lui, exprimant leur envie et leur désir d'être forts et populaires comme lui. Ayant changé d'avis, les garçons demandent à Ikki de les enseigner également, voulant apprendre de lui. Il accepte joyeusement de devenir leur mentor et il l'appelle leur maître. Pendant ce temps, Kagami continue de prendre des notes, capturant chaque instant de ce tournant inattendu des événements. Plus tard, Shizuku s'approche de lui avec des boissons et lui demande de lui enseigner l'escrime également. Cependant, il suggère qu'elle peut plutôt apprendre d'un maître de famille. Shizuku demande alors pourquoi Stella tient aussi 2 bouteilles de jus. Embarrassée, Stella explique que c'est parce qu'elle avait trop soif et s'empresse de vider les 2 bouteilles de jus, le surprenant. En vérité, elle voulait être celle qui lui offrirait un rafraîchissement. Mais Shizuku l'a devancée. Alors Stella prétend que les boissons sont pour elle-même, afin d'éviter de passer pour une perdante devant lui. Après son marathon de boissons, Stella insiste pour qu'il l'enseigne aussi. Cependant, quand elle le voit hésiter, elle retire l'idée et s'enfuit, agacée et contrariée. En chemin, elle croise Alice, qui l'interroge sur l'endroit où se trouve Shizuku. Elle le lui dit et remarque un jeu dans la main d'Alice. Il explique que c'est un jeu autonome appelé Private School Prince Academy et le lui tend pour qu'elle y joue. Plus tard, dans sa chambre, elle joue au jeu automne, imaginant les personnages comme Ikki et souhaite qu'ils puissent être plus affectueux comme les beaux gosses des automes. Juste à ce moment-là, Ikki entre dans la pièce et la surprend. Il lui demande si elle veut le rejoindre, lui et les autres, ou il leur donnera des leçons d'escrime. Toujours fâchée contre lui à cause de ce qui s'est passé plus tôt, elle lui demande pourquoi elle devrait le rejoindre. En réponse, il lui dit qu'elle a déjà dépassé ce qu'il pourrait lui enseigner, et loue ses techniques d'escrime, qui sont entièrement différentes des siennes. Elle accepte donc de le rejoindre à la piscine pour le regarder entraîner les autres. Plus tard, sur le chemin du retour vers leur chambre en bus, ils se tiennent la main, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. Cependant, leur moment de paix est interrompu lorsqu'ils reçoivent tous deux simultanément un email de l'école, les informant de leurs adversaires respectifs pour les prochains matchs. Ikki affrontera Tomaru, la greffière du conseil étudiant, et Stella affrontera Ikizuchi, le secrétaire du conseil étudiant. Le lendemain, Ikki affronte Tomaru dans la bataille, qui utilise une attaque appelée Runner's High, qui lui permet de courir à une vitesse folle jusqu'à ce qu'elle décide de s'arrêter. Ikki a du mal à la suivre, mais il parvient à la déjouer et à la capturer, assurant sa victoire dans le match. Pendant ce temps, Stella se bat contre Ikizuchi, qui utilise sa capacité appelée accumulation de la force de frappe, et l'attaque, mais elle parvient à le vaincre, assurant sa victoire dans le match, tout comme Ikki. Plus tard, Shizuku rejoint Ikki pour le féliciter de sa victoire, lui offrant de dormir à ses côtés et de le soigner pour qu'il retrouve la forme.
Stella est dégoûtée par cela et lui demande de garder ses distances avec Shizuku. Cependant, Shizuku use de son charme et Iki tombe dans le panneau, apparemment inconscient des intentions de Shizuku. Elle nargue Stella, se délectant de sa victoire et soulignant le lien entre frères et sœurs, demandant à Stella de ne pas s'interposer entre eux. Soudain, Alice révèle qu'ils sont suivis par quelqu'un depuis près d'une semaine. Iki interpelle le harceleur pour qu'il sorte de sa cachette. Une fille timide nommée Ayatsuji Ayase sort de derrière un arbre, utilisant des branches comme couverture. Stella se souvient qu'Ayase est la même fille qu'elle a accidentellement frappée avec un ballon pendant leur entraînement à la piscine. La jeune fille panique et quitte rapidement les lieux, mais dans sa hâte, elle tombe accidentellement dans un plan d'eau voisin. Il la sauve de l'eau et l'emmène à l'hôpital. Ayase s'excuse pour son comportement et révèle qu'elle est une étudiante de 3e année. Iki reconnaît son nom de famille et demande si elle est la fille de Kaido Ayatsuji, un maître d'épée renommé. Elle confirme qu'elle est bien sa fille, ce qui excite Iki. Shizuku dit à Stella que Kaido est connu comme le dernier samouraï, qui a remporté des victoires dans de nombreuses batailles et tournois prestigieux, malgré le fait de ne posséder aucune capacité chevaleresque magique comme eux. Iki partage son admiration pour le père d'Ayase, lui disant qu'il était son modèle quand il était enfant. Ayase révèle ensuite que son père ne participe plus activement au match en raison d'une blessure subie lors de ses précédentes batailles, qui l'a conduit à être hospitalisé. Shizuku interroge ensuite Ayase, lui demandant pourquoi elle les suivait à la trace. Ayase confesse qu'elle a besoin d'entraînement, et qu'elle s'entraîne seule depuis longtemps. Elle voulait l'aide d'Iki pour l'enseigner, mais elle était trop timide pour lui demander directement. Iki lui propose gentiment de l'entraîner à l'escrime, et elle accepte immédiatement. Plus tard, Iki et Ayase pratiquent leur escrime, et il observe qu'elle a de bonnes bases, probablement grâce à son père. Il arrête leur entraînement, et lui conseille que pour s'améliorer, elle ne devrait pas simplement imiter exactement les mouvements de son père. Au lieu de cela, il l'encourage à trouver son propre style et à développer ses techniques uniques. Il s'approche ensuite d'elle pour corriger sa posture et elle commence à rougir, tandis que Stella et Shizuku deviennent jalouses de leur interaction. Il explique comment les hommes et les femmes ont une anatomie différente et comment elle peut l'utiliser à son avantage, plutôt que d'imiter la technique de son père. Après cette instruction spéciale, Ayase commence à progresser dans son entraînement et est impressionné par l'enseignement d'Iki. Plus tard, il s'excuse auprès d'elle d'avoir été trop tactile pendant leur entraînement, et elle lui dit que ce n'est pas grave. Alors que Stella et Shizuku observent leur lien, elles comprennent qu'Iki enseignait simplement l'escrime à Ayase, et leur jalousie s'apaise. Ayase lui dit qu'elle est maintenant confiante dans l'amélioration de ses capacités, et devient déterminée à remporter le festival de la bataille des 7 étoiles. Plus tard dans leur chambre, Stella demande à Iki s'il aime donner des instructions spéciales à Ayase et demande en plaisantant le même traitement. Mais il lui dit que ce n'est pas ça et l'assure de ne pas être jalouse, car il n'a de sentiments que pour elle. Le lendemain, Ayase et Stella s'entraînent l'une contre l'autre, et Iki les regarde joyeusement. Après la séance d'entraînement, Ayase leur offre le dîner, en signe de gratitude. Au restaurant, Stella mange comme 4, puisqu'elle n'a pas à payer l'addition, et Ayase lui demande comment elle maintient sa silhouette malgré le fait de manger si férocement. Iki rit maladroitement à cela, et change de sujet. Ayase exprime ensuite sa gratitude à Iki pour l'avoir enseigné, et il dit modestement que ce n'est rien d'extraordinaire. Le reste du dîner se serait déroulé sans incident, mais des problèmes surgissent lorsqu'une bande d'hommes, menée par un grand gaillard appelé Kurado, s'approche de leur table et harcèle Ayase. Iki intervient et leur dit de rester à l'écart, mais ils essaient de le provoquer en duel. Kurado casse une bouteille sur la tête d'Iki et le défie. Alors que la situation dégénère, les autres clients craignent pour leur sécurité et fuient les lieux. Un serveur tente d'appeler la police, mais est arrêté par une mystérieuse jeune fille vêtue de blanc, portant un parapluie assorti. Témoin d'Iki se faisant tabasser, Stella est prête à intervenir pour le défendre, mais il l'arrête. Il continue de le provoquer, mais il sourit comme un psychopathe et reste calme, encaissant leurs coups. Fatigués de ne recevoir aucune réaction de sa part, les gangsters finissent par abandonner leur tentative de provocation et s'en vont. Après le départ des gangsters, Stella réprimande Iki de les avoir laissés s'enfuir et de l'avoir empêché d'intervenir. Il explique calmement qu'il s'est abstenu de riposter pour éviter d'être expulsé de l'académie. Mais Stella lui dit qu'il n'avait pas besoin d'utiliser son épée, donc il n'aurait pas été expulsé et qu'il n'aurait pas pu affronter les gangsters à main nue car il semblait assez fort. Soudain, un petit garçon apparaît de nulle part et les informe que Kurado est connu comme le mangeur d'épée et qu'il est l'as d'une académie appelée Dobdonro. Le garçon applaudit le jugement d'Iki et révèle que Kurado faisait partie du top 8 du festival de la bataille des 7 étoiles de l'année précédente, choquant tout le monde. La mystérieuse jeune fille au parapluie apparaît également et est d'accord avec la déclaration du garçon. Stella demande à Iki s'il connaît l'un d'eux et il lui dit que le petit garçon s'appelle Utakata, qui est le vice-président du conseil étudiant d'une autre académie, et que la mystérieuse dame est Kanata, qui est responsable d'une section dans la même école. Stella devient méfiante lorsque le petit garçon, Utakata, propose de soigner les blessures d'Iki, qui accepte son offre. Plus tard, en quittant le restaurant, Ayase demande à Iki s'il va bien, et il lui répond qu'il est parfaitement bien.
Tout ça grâce au traitement du petit garçon. Soudain, il reçoit un mail de l'école l'informant que sa prochaine bataille de sélection est contre Ayas. Cela crée une tension gênante entre eux et elle s'enfuit, embarrassée. Pendant ses entraînements, Ayas devient très distante et a complètement cessé de venir à leurs séances d'entraînement. Iki discute de la question avec Alice, qui lui conseille de se détendre et dit qu'Ayas fera un geste avant leur bataille le lendemain. Comme prévu, Iki reçoit un message d'Ayase lui demandant de la rencontrer seule sur le toit du bâtiment à 3h du matin. Alice le prévient que cela pourrait être un piège, mais Iki décide d'y aller, affirmant qu'il ne peut refuser une demande de son ami. Alice le prévient à nouveau qu'il devrait être prêt à mettre fin à leur amitié si quelque chose tourne mal. Malgré l'inquiétude d'Alice, Iki reste têtu, affirmant qu'il ne brisera pas leur amitié quoi qu'il arrive, et va rencontrer Ayas plus tard sur le toit, comme elle l'avait demandé. Iki demande à Ayas de quoi elle veut parler, et elle s'enquiert de la promesse qu'il a faite à Stella de gagner le tournoi. Il répond qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et se battront avec tout ce qu'ils ont pour essayer de gagner. Cependant, elle continue d'insister, lui demandant ce qu'il fera s'il doit affronter un ennemi qu'il sait ne pas pouvoir vaincre. Il insiste sur le fait qu'il continuera à se battre loyalement de toutes ses forces, même s'il ne gagne pas. Ayas n'est pas d'accord avec lui et soutient qu'une justice qui ne produit pas de résultats est absurde. Elle invoque ensuite son épée et tombe en arrière du toit. Iki se précipite à son aide et utilise son attaque ultime Itoshura pour la sauver. Après l'incident, elle révèle qu'elle l'a piégé pour qu'il utilise sa puissante technique, Itoshura, qui ne peut être utilisée qu'une fois par jour. Maintenant qu'un match de sélection commence dans 10 heures, il n'aura pas le temps de récupérer complètement et d'utiliser l'attaque à nouveau. Elle explique qu'elle a maintenant une chance de gagner contre lui. Se sentant trahie, Iki lui demande pourquoi elle va à de telles extrémités pour gagner. Elle répond simplement que gagner le match est tout ce qui compte pour elle. Il la prévient que ses actions pourraient jeter le déshonneur sur sa famille et elle-même, mais elle reste inébranlable. Elle déclare qu'elle n'est peut-être pas une épéiste talentueuse, mais elle s'assurera de gagner le match quoi qu'il arrive. Plus tard, il retourne dans sa chambre et s'effondre sur Stella endormie, la réveillant. Au début, elle pense qu'il prépare un coup coquin, mais en réalisant qu'il ne peut même pas se tenir debout, elle l'emmène d'urgence à l'hôpital. Iki se réveille à l'hôpital et voit Shizuku et Alice là, ainsi que Stella, tous inquiets pour son bien-être et lui souhaitant un prompt rétablissement. Il se lève, surpris, pensant avoir manqué le match, mais Stella l'assure qu'il a encore le temps. Juste à ce moment-là, la directrice entre dans la pièce et l'emmène pour une enquête et un interrogatoire concernant l'événement qui a eu lieu. Iki refuse fermement de discuter de ce qui s'est passé et informe la directrice qu'il est prêt à assumer la responsabilité des dommages causés au bâtiment et à accepter sa punition. Méfiante, la directrice demande s'il couvre quelqu'un. La directrice révèle qu'il y a quelques années, le père d'Ayase était incapable de tenir une épée après son combat en tête-à-tête avec Kurado, qui a pris toutes leurs terres et leurs bâtiments après la bataille. Il explique que Kaido est dans le coma depuis lors. Ayase est maintenant animée par le désir de récupérer tout ce qui a été pris à sa famille par Kurado, et elle voit le festival de la bataille comme sa dernière chance de restaurer l'honneur de sa famille. Plus tard, Iki réfléchit à la détermination d'Ayase à gagner, et Alice lui dit qu'il pense qu'elle est maintenant comme une bête désespérée, acculée. Il demande à Stella de venir avec lui et cherche à comprendre comment vaincre Ayase. Alice donne quelques éclaircissements, mais les capacités d'Ayase restent largement inconnues. Bientôt, la bataille commence, et Iki affronte Ayase dans l'arène, il invoque immédiatement son épée, et elle lui demande s'il l'a déjà pardonné, et invoque son épée sans cicatrice. Il saute rapidement pour l'attaquer, mais elle utilise une attaque mystérieuse qui le coupe à divers endroits de son corps de nulle part. Tout le monde dans le public, y compris Stella, est confus quant au type de capacité qu'Ayase possède. Personne ne connaît ses capacités car jusqu'à cette année, elle n'a participé à aucune bataille, et les batailles qu'elle a gagnées auparavant étaient toutes dues à son escrime, sans utiliser ses capacités magiques. Iki semble désavantagé, mais il l'attaque quand même. Elle utilise ensuite son attaque mystérieuse et lui dit que c'est son attaque griffe du vent qui implique l'utilisation de son appareil pour créer des tourbillons et des pièges invisibles sur le champ de bataille. La capacité spéciale de son appareil est d'ouvrir les plaies et elle a placé plusieurs centaines de coups d'épée invisibles sur le champ de bataille. Cependant, cela est contre les règles de la compétition et elle a de la chance que personne ne l'ait encore réalisé. Il esquive habilement son attaque et parvient à éviter ses ruses. Ayase est surprise par cela et se demande s'il a découvert ses tactiques. Déterminée à l'emporter avant qu'il ne saisisse son schéma d'attaque, elle le frappe avec fureur, le faisant s'effondrer à genoux. Il comprend qu'une seule attaque de plus pourrait aggraver sa blessure, atteindre ses organes vitaux et sceller sa défaite. Pour la contrer, il emploie une technique spéciale, la garde irrégulière, et se remémore sa demande à son instructeur Yuri, le superviseur du match, de surveiller si Ayase enfreignait les règles durant le combat. Malgré les risques pour ses chances au tournoi, il avait insisté. Ignorant cela, Ayase l'attaque férocement. Il lui dit qu'elle se perd complètement, ignorant ses leçons et ses propres capacités, essayant d'être une personne maléfique, ce qu'elle n'est pas. Il l'encourage à se battre loyalement
avec fierté, mais elle lui rétorque qu'aucune loyauté ni fierté n'a sauvé son père et se met à hurler comme une folle. Déterminé à lui rendre sa fierté, il l'affronte de front, parant toutes ses attaques grâce à sa vision parfaite. Elle comprend qu'elle doit être plus rapide que sa vision pour gagner et repense à tous les malheurs de sa famille cette année. Elle l'attaque avec détermination. Cependant, il utilise une frappe puissante avec sa 4e épée secrète et vainc Ayas. Malgré sa défaite, Ikki félicite Ayas de ne pas avoir abandonné l'héritage de son père et lui tend la main pour l'aider à retrouver ce qu'elle a perdu. Il lui dit que lorsqu'on est acculé et sans issue, la seule chose qui nous soutient est la fierté que l'on porte à son épée. Ayas, touchée par le soutien d'Ikki, admet qu'elle se trompait elle-même et se sent misérable pour ses actes, cependant il l'assure qu'elle conserve une force en son cœur, car elle n'a jamais abandonné la mémoire de son père. Touchée par la gentillesse d'Ikki, elle lui tend la main, cherchant son aide et ses conseils. Sans même avoir besoin d'une raison, il lui dit qu'il veut l'aider parce qu'elle est son amie. Elle se souvient de son père et voit Ikki comme l'incarnation d'un épéiste cool et véritable, tout comme lui. Elle implore son aide et il répond que sa détermination est exactement ce qu'il voulait entendre. Après la bataille, Ayas se remémore avec tendresse ses jours passés avec son père. À cause de son problème cardiaque, il avait dû prendre sa retraite alors qu'elle était encore au collège. Cependant, il n'a jamais cessé de la guider, elle et ses autres élèves, avec une dignité inébranlable. Il lui a enseigné des techniques cruciales, relâcher les épaules tout en gardant les bras forts, serrer les poignets sans tension, et maîtriser la technique secrète Tenai-Muo. Ayas trouvait ses enseignements difficiles, mais son père la félicitait de suivre fidèlement ses instructions. Il lui rappelait constamment de tirer fierté de ses capacités, de toujours faire preuve de civilité, d'aider les faibles et de s'opposer au mal. Ces leçons résonnaient profondément en Ayas, et elle les a gardées en son cœur, même après la malheureuse maladie de son père. Plus tard ce jour-là, Stella lit sur son téléphone à propos de Corrado, qui, il y a 3 ans à l'Académie Donko, s'est introduit officieusement dans d'autres écoles et a détruit des dojos d'arts martiaux en ville. Il est connu comme le mangeur d'épées, et Ayas lui raconte que lorsqu'il a affronté son père il y a 2 ans, il n'a pas utilisé sa vraie capacité, mais s'est appuyé sur de vulgaires tours d'épée son père s'est excusé pour le vaincre. de ne pas avoir été là Elle quand narre à Kurado l'avait blessé Stella auparavant. et Ikki Puis l'a attaqué ce jour avec détermination. où Kurado Finalement, a Kurado combattu a vaincu son père. et elle s'est précipitée pour l'aider. Rempli de regrets, Ayas confie à Stella et Ikki qu'elle s'en veut de ne pas s'être opposée à Corrado ce jour-là pour récupérer leur place. Elle regrette de n'avoir pu aider son père quand il en avait le plus besoin et exprime sa déception que l'épée de Corrado manque de fierté et de noblesse. Ce n'est rien d'autre qu'une violence barbare. Ayas les emmène ensuite à ce qui était la maison de son père, mais appartient maintenant à Corrado. En entrant, il voit les membres du gang de Corrado rire et Ikki les approche pour demander s'ils connaissent l'emplacement de Corrado. Après avoir trouvé son emplacement, ils affrontent Kurado, qui se contente de les narguer. Ikki s'avance et le défie en duel au nom d'Ayas, jurant de récupérer la maison et l'école de sa famille. Kurado le nargue, évoquant son manque de bravoure au restaurant. Cependant, Ikki affirme avec confiance que cette fois, c'est différent. Il rappelle à Kurado que bien qu'il leur soit interdit d'utiliser leurs appareils en dehors de l'école sans permission, cet endroit était autrefois une école d'arts martiaux. En tant que maître d'école, si Kurado donne la permission, ils peuvent s'engager dans un duel. Kurado rit et accepte, déclarant qu'Ikki doit remplir ses conditions avant que le duel ne commence. Ikki jette les cartes d'identité des membres du gang de Kurado et demande si cela satisfait la qualification. En réponse, Kurado invoque son épée mortelle, Orochimaru, capable de changer de forme. Le combat commence, Kurado fonce, mais Ikki parvient à se défendre. Kurado l'attaque à plusieurs reprises et il les esquive avec effort avant de charger Kurado sans aucun impact sur lui. Il est perplexe face aux capacités de Kurado et se demande s'il a compris ses intentions. Kurado transforme alors son épée en une longue créature osseuse mortelle ressemblant à un serpent et attaque Ikki férocement tout en le narguant. Malgré ses efforts, la vitesse et les réflexes incroyables de Kurado le rendent imbattable et il parvient à peine à contenir ses attaques même après avoir utilisé sa vision parfaite. Ikki réalise que la capacité de Kurado réside dans sa vitesse et ses réflexes, ce qui lui a permis de vaincre le père d'Ayas auparavant. Kurado le félicite d'être le premier à découvrir sa capacité, le contre-marginal, et ce, dès leur première bataille, puis l'attaque simultanément de 2 directions. Mais Ikki parvient à esquiver grâce à sa garde irrégulière. Alors Kurado l'assaille des 4 points cardinaux, le submergeant, le faisant perdre l'équilibre et évitant de justesse l'attaque fatale. Il continue de se battre et Ayas remarque que le combat ressemble à ce qui est arrivé à son père. Elle tente d'intervenir, mais Stella l'arrête, expliquant que si elle interrompt, elle ne récupérera ni la maison ni l'école de sa famille. Stella ajoute qu'Ikki apprécie le combat et essaie de trouver comment vaincre Corrado. Alors que la bataille fait rage, Ayas réalise que la défaite de son père n'était pas due à sa faiblesse, mais parce que Corrado était un adversaire formidable. Observant Ikki qui savoure le combat,
Elle réalise que son père a dû ressentir la même joie lors de son dernier affrontement et se souvient de ses excuses pour être ainsi, même s'il l'appréciait vraiment. Le regret submerge Ayas alors qu'elle comprend enfin les mots de son père, et elle se met à pleurer, réalisant qu'elle n'est pas une vraie épéiste, incapable de saisir pleinement l'esprit et l'âme d'un combattant. Stella discerne la faiblesse de Kurado. Il l'attaque constamment à cause de son contre-marginal, ce qui épuise son endurance. Pendant ce temps, Kurado loue l'entêtement d'Iki, qui lui répond qu'il déteste perdre et s'amuse trop pour mettre fin au combat. Déterminé, Iki promet à Ayas qu'il vengera le malheur de son père et frappe Kurado, le surprenant avec l'essence de la technique de Kaido. Il emploie avec succès la technique secrète de Kaido, Tenai Muho, que Kaido avait tenté d'utiliser lors de sa dernière bataille, mais avait échoué. Ayas est stupéfaite qu'Iki connaisse cette technique, et Stella révèle qu'elle l'a expérimentée contre lui lors de leur combat simulé. Impressionné par la performance d'Iki, Kurado lui demande son nom et lui dit qu'ils continueront leur combat au Festival des 7 étoiles avant de partir, lui laissant carte blanche pour cet endroit. Après la bataille, Ayas s'excuse de ne pas avoir compris le vrai sens de l'escrime. Mais Iki l'assure que ce n'est pas sa faute, et la seule raison pour laquelle il a gagné aujourd'hui est qu'il a appris la technique secrète de Kaido en observant ses mouvements. Il croit qu'elle est la véritable héritière du legs de son père. Ayas exprime sa gratitude pour son encouragement et lui dit qu'elle doit devenir encore plus forte pour avoir la confiance nécessaire afin de perpétuer l'héritage de son père. Ensemble, ils décident de reconstruire l'école d'arts martiaux qui appartenait autrefois à son père. Plus tard, Stella informe Iki qu'Ayas a apparemment avoué au comité de sélection qu'elle avait commis une faute lors de son match contre lui, entraînant son retrait des matchs de sélection et une suspension de 10 jours. Ils apprécient tous deux qu'Ayas ait assumé ses actes. Juste à ce moment, Stella reçoit un message d'Ayas, révélant que son père a repris connaissance. Excité par la nouvelle, ils célèbrent leur compagnie, mais leur moment joyeux est brusquement interrompu par Shizuku et Alice, qui écoutaient leur conversation derrière un banc. Stella invente rapidement une histoire, prétendant qu'il faisait juste un bras de fer avec les pouces et que rien d'autre ne se passait. Stella et Shizuku échangent des insultes comme à leur habitude, laissant Iki, un peu gêné, au milieu de leur chamaillerie. Dans les batailles à venir, Iki continue d'assurer la victoire, remportant les 12 derniers matchs consécutivement, sans une seule défaite. Sa performance incroyable lui vaut l'admiration de la foule, qui le salue comme un maître, le surnommant l'autre. Impressionné par la performance exceptionnelle d'Iki lors des matchs de sélection, le directeur le reconnaît, ainsi que Stella, comme des élèves vedettes au grand potentiel pour leur année. En conséquence, le directeur les affecte au camp d'entraînement de l'école, à Okutama, où ils recevront une formation adéquate. Excité par le voyage, Stella s'exclame à propos de l'air frais et remercie le directeur d'avoir organisé le camp d'entraînement. Iki convient que c'est agréable d'avoir une semaine de congé de l'école. Ils traversent de magnifiques endroits en chemin, et Stella s'enthousiasme. Pendant ce temps, Alice et Shizuku sont à la station de métro. Elle exprime son mécontentement de ne pas avoir pu empêcher son frère et Stella de partir en voyage, et lui a demandé de l'accompagner pour la soutenir. Mais il lui dit qu'il a malheureusement d'autres projets pour aujourd'hui et la renvoie dans un train. L'encourageant à être forte avant de partir, au camp d'entraînement, Stella aime passer du temps avec Iki, l'encourage à faire plus de trucs d'amoureux et l'embrasse. Au lieu de lui rendre son affection, il l'arrête et pointe du doigt un groupe de personnes qui s'avèrent être les membres du conseil étudiant. Après avoir atteint leur logement, Stella et un garçon nommé Renren s'affrontent dans un match de badman féroce, utilisant leur pouvoir magique. Ils semblent être à égalité, et tous ceux qui assistent à leur match se demandent quel genre de bêtise est ce jeu, car ce n'est pas un match de badminton typique. Iki demande à la Dame Blanche Canada pourquoi ils sont là, et elle répond qu'ils doivent travailler pour le conseil étudiant, et demande s'il est là pour la même raison. Il réalise avec choc qu'elle et Stella ont été dupés par le directeur. Plus tard, Stella est forcée de nettoyer le sol du camp d'entraînement, et la dame au parapluie l'informe que le camp d'entraînement n'aura lieu ici qu'après un mois. D'ici là, ils doivent tous nettoyer tout le camp en préparation. Stella regrette d'être venue, et réalise que le travail du conseil étudiant est plus ennuyeux qu'elle ne le pensait. Tout le monde nettoie avec grand enthousiasme sauf elle, et elle commence à voir les membres du conseil étudiant sous un nouveau jour, réalisant les responsabilités qu'ils portent. Le petit garçon Utakata révèle qu'ils n'ont demandé au directeur qu'un coup de main supplémentaire. Et le directeur a envoyé Iki et Stella. Il dit à Iki que leur président du conseil étudiant, Toka Todo, meurt d'envie de le rencontrer au moins une fois. Kanada l'informe que Toka est en retard pour une course et qu'elle les rejoindra bientôt. Après leur ennuyeux travail de nettoyage, Stella et Iki décident d'explorer et de visiter les cascades. Ils informent les membres du conseil étudiant de leur plan et Renren le nargue, suggérant qu'il veut passer du temps en privé avec Stella. Les membres du conseil étudiant leur souhaitent bonne chance et les encouragent à s'amuser. Iki et Stella gravissent une montagne qui s'avère plus raide qu'ils ne le pensaient, mais Stella se fatigue. Il lui demande si elle va bien, car plus tôt dans la journée, elle n'a mangé que 2 bols de ramen comme une fille normale,
au lieu de 7 comme à son habitude. Elle lui dit qu'elle va bien, et il continue de gravir la montagne. Pendant ce temps, Shizuku rentre chez elle et se dirige vers sa chambre, où son chat la salue affectueusement en se frottant contre sa jambe. Elle découvre des photos d'enfance d'Iki dans sa chambre, apportant du bonheur à son cœur. Alors qu'elle admire les photos, elle est appelée au salon, où il devient évident que son père veut parler. Cependant, leur conversation devient tendue lorsque Shizuku exprime son mécontentement quant à la façon dont il traite Iki. De retour au camp, l'état de Stella s'aggrave, elle est de plus en plus fatiguée et mal en point. Iki prend soin d'elle et suggère de retourner au camp puisqu'elle ne s'améliore pas. Elle lui dit qu'elle a des vertiges et des nausées, et lui demande même avec horreur si le baiser qu'ils ont partagé l'autre jour aurait pu la rendre enceinte. Iki la rassure que ce n'est pas possible et se demande si elle joue juste la Philbeo innocente ou si elle est un peu naïve. Il suggère qu'elle a peut-être attrapé un rhume, mais Stella admet qu'elle n'en a jamais eu auparavant et sent que son corps ne coopère pas avec elle. Mais avant qu'il ne puisse la ramener au camp, l'entraînement commence, alors il l'emmène plutôt dans un refuge de montagne. Iki continue de prendre soin de Stella et vérifie sa fièvre. Comme il l'avait prédit, elle a une forte fièvre. Après l'avoir réconfortée, ils parlent de leur relation et Iki exprime son désir de parler fièrement de leur relation à leurs deux familles. Juste à ce moment, il est interrompu par un appel téléphonique des membres du conseil étudiant, inquiets pour leur bien-être. Iki leur explique la situation, les informant qu'ils sont actuellement à l'intérieur d'un refuge de montagne, attendant que la pluie se calme. À leur insu, un harceleur observe Iki et Stella et rapporte leur position à quelqu'un au téléphone. Pendant ce temps, chez Shizuku, elle et son père poursuivent leur conversation tendue et elle décide finalement de partir, déclarant qu'elle n'est rentrée que grâce au message de sa mère. Cependant, son père révèle que c'est lui qui a écrit ces messages, en se faisant passer pour sa mère, car il savait qu'elle ne répondrait pas à ses SMS, mais à ceux de sa mère. Shizuku lui demande ce qu'il veut, et il prétend n'être que préoccupé par son bien-être. Il exprime sa fierté qu'elle ait remporté les 12 matchs de sélection, et l'assure qu'il est confiant qu'elle deviendra la représentante de l'école et participera au tournoi des 7 étoiles. Cependant, elle se moque de ses paroles, et souligne qu'Iki réussit également bien dans les matchs de sélection, se demandant pourquoi il ne s'en soucie pas. Elle part ensuite, de retour au refuge de montagne, Iki entend du bruit, et sort pour trouver un être géant, fait de roches, attaquant leur logement. Il se précipite à l'intérieur pour protéger Stella. Il la porte en sécurité sous un arbre, avant d'affronter le monstre de roche géant. Invoquant son épée, Iki attaque le monstre, mais à sa surprise, il se divise en de plus petits monstres de roche, rendant difficile de les vaincre. Les monstres l'attaquent et se dirigent ensuite vers Stella. Juste à ce moment, Renren arrive et sauve Stella, la passant à Iki. Le reste du conseil étudiant arrive et combat les monstres de roche. Aken spécule que les monstres doivent être contrôlés par un chevalier magique. Utakata le rejoint et explique que cela doit être l'œuvre d'une personne utilisant la capacité du fil d'acier. Il explique en outre que les individus dotés de cette capacité utilisent nos des fils magiques pour contrôler à distance des substances inorganiques, comme ces roches. Soudain, la présidente du conseil, Tokatodo, arrive et se joint au combat. Elle explique que peu importe la distance d'utilisation du fil d'acier, ils sont tous connectés par les mêmes pouvoirs que le monstre, ce qui les rend traçables. Tuka utilise son attaque foudre tranchante pour vaincre les monstres de roche, et Iki est stupéfait par sa force et ses capacités incroyables. Son attaque puissante traverse le fil magique, blessant l'utilisateur du fil d'acier qui est toujours éloigné de la scène. Iki s'émerveille de ses prouesses, elle qui fut l'une des 4 meilleures finalistes des batailles de l'année précédente et la chevalière la plus forte de l'académie. Pendant ce temps, Shizuku reçoit un message révélant que son prochain adversaire dans la bataille des 7 étoiles sera Tokatodo, et trouve cette nouvelle amusante. La semaine suivante, Shizuku se replonge dans ses souvenirs d'enfance. Elle se souvient comment les adultes pardonnent les erreurs face au pouvoir, mais son frère, Iki, ne s'est jamais incliné devant le pouvoir et l'a inspirée à être forte. À cette époque, elle ne savait rien de la dureté ou de la froideur de la solitude qu'il endurait, car tout le monde dans sa famille le traitait comme s'il n'avait jamais existé. Alors quoi qu'il arrive, elle suivra ses traces et prouvera sa force en remportant le match contre Tokatodo au Festival des 7 étoiles. Plus tard ce jour-là, pendant le déjeuner, Iki, Stella et Alice discutent des pouvoirs de Tokatodo après avoir lu un article à son sujet. Alice interroge Iki sur Toka, mais il répond qu'il n'a pas beaucoup parlé avec elle et n'a été témoin que d'une fraction de son pouvoir lors de sa bataille contre le monstre de roche. Mais même cela suffisait à confirmer les rumeurs selon lesquelles elle était très puissante. Stella s'inquiète que Shizuku puisse perdre, et Alice lui dit qu'elle fait des combats simulés avec des élèves plus âgés, des utilisateurs de foudre, pour se préparer à sa bataille contre Tuka. Il explique en outre que la capacité de Shizuku à contrôler le pouvoir magique à un très haut niveau lui permet de créer de l'eau ultra pure qui ne conduit pas la foudre, contrecarrant ainsi le désavantage naturel de l'eau face à l'éclair. Malgré cela, Iki est toujours inquiet pour Shizuku, et bien qu'il veuille qu'elle gagne, il ne veut pas qu'elle soit trop dure avec elle-même. Plus tard, Shizuku partage ses sentiments avec Alice, exprimant son amour pour Iki et son désir d'être forte pour l'aider.
Elle jure de montrer sa force lors du prochain match et de faire ses preuves. Ensuite, la bataille entre Shizuku et Tuka commence. Elles se font face dans l'arène. Le commentateur annonce que Tuka est la numéro 1 du classement et dit au public qu'elle est si rapide qu'on ne peut l'éviter, et que son attaque éclair doré frappera son adversaire en un clin d'œil. Shizuku invoque son épée en premier, et Tuka fait de même en invoquant son épée de foudre. Shizuku repense à son enfance, à l'amour qu'elle porte à son frère, et est déterminée à gagner. Pendant un moment, aucune d'elles ne bouge, et elle se contente de se fixer, déroutant le public et les commentateurs. L'instructeur Seikyo, superviseur de ce match, explique aux commentateurs que les candidates attendent de voir comment leur adversaire va bouger, car elles sont toutes deux assez fortes pour être une championne des 7 étoiles, mais celle qui bougera imprudemment perdra. Iki sait que Shizuku ne veut pas faire le premier pas dans ce match, car Tuka possède l'arme la plus puissante qu'elle puisse utiliser à courte portée. Il révèle à Stella que son art noble était si fort et intense que Tuka a été surnommé d'après lui le Reikiri, une technique de tirage d'épée super électromagnétique. Il explique que par le passé, Tuka a utilisé cette technique pour vaincre nombre de ses adversaires. Une fois qu'elle dégaine l'épée et utilise la technique, on peut être sûr qu'elle fendra son adversaire, et personne n'a jamais survécu à ses attaques à courte portée auparavant. Shizuku érige une barrière protectrice, un champ de glace. Tuka l'esquive aussitôt et contre-attaque de loin comme Shizuku l'avait prévu. Elle invoque une vague géante et projette des balles d'eau sur Tuka, qui les dévie toutes avec son épée foudroyante et renvoie l'attaque à la vague. Elle poursuit son assaut, sa vitesse fulgurante est manifeste. Iki explique à Stella que pour maintenir la technique de vague de Shizuku, elle doit générer de l'eau ultra pure. Tuka, elle s'en a qu'à continuer d'attaquer avec sa foudre, c'est bien plus simple. Soudain, Shizuku utilise sa glace pour immobiliser Tuka et lance une attaque de glace massive. Mais Tuka se libère de l'emprise glaciale, et tout le monde les acclame pour cette bataille absolument extraordinaire. Tuka se demande comment Shizuku a pu contre-attaquer et la piéger dans la glace, car il est impossible pour Shizuku de percer son contrôle magique. Soudain, en un clin d'œil, Tuka se rapproche de Shizuku et lance une série d'attaques, qu'elle esquive de justesse. Tuka récidive et cette fois, l'attaque touche Shizuku, la blessant assez sérieusement. Mais il s'avère que Tuka avait en fait frappé l'ombre d'eau de Shizuku, pas elle-même. Malgré tout, elle a eu une coupure à cause de l'impact. À mesure que le combat avance, Shizuku ne parvient plus à anticiper les mouvements de Tuka et se retrouve désavantagé. Tout le monde est perplexe, la bataille n'est plus équilibrée comme avant, Shizuku ne fait que se défendre, et encore, à peine. Iki révèle à Stella que la technique de Tuka s'appelle le Nukyoshi, elle masque l'existence de l'adversaire à son subconscient. Il se souvient que l'instructrice Seikyo lui avait fait le coup une fois. Il explique que même si les yeux de Shizuku suivent les mouvements de Tuka, son esprit conscient les classe comme informations superflues, les rendant indétectables. Soudain, Seikyo apparaît devant lui, prouvant qu'il avait raison. Elle lui dit que la technique est une combinaison de pas furtifs et de techniques de respiration issues des arts martiaux anciens. C'est alors que la directrice surgit de nulle part et lui demande comment il a reconnu la technique de Tuka. Il lui répond qu'il était en fait surpris qu'une étudiante puisse faire la même chose que Seikyo. La directrice lui dit que c'est évident, car elles ont toutes deux appris du même chevalier, le dieu de la bataille, Nango. Seikyo est gênée que la directrice ait révélé son secret et maudit son maître. Elle invente ensuite une excuse bidon et est renvoyée par la directrice, qui dit à Iki que, maintenant, il devrait savoir que sa sœur ne pourra pas se libérer de la technique spéciale de Nukyoshi de Tuka. Il acquiesce et suppose que Shizuku a besoin de quelque chose pour contrer l'avantage de Tuka au corps à corps. Il pense qu'elle pourrait avoir une chance si elle trouve une telle stratégie, sinon elle perdra à coup sûr. Déterminée à montrer à Iki à quel point elle l'aime, elle décide de dépasser ses limites et passe à l'offensive, attaquant férocement avec ses lames d'eau. Tuka contre l'attaque et riposte. Elles s'affrontent un moment, tentant de se toucher mutuellement. Alors que la bataille s'intensifie, Shizuku crée un champ de glace magique pour se déplacer librement et attaque Tuka. Elle crée davantage d'ombre d'eau pour l'attaquer dans le brouillard, et Tuka peine à se mouvoir aussi librement qu'elle. Shizuku utilise alors sa technique spéciale de lame d'eau. Cependant, Tuka contre juste à temps avec son attaque ultime de foudre et la terrasse. Malgré ses efforts colossaux, Shizuku perd le match et est admise à l'hôpital. Quand elle se réveille, elle voit Stella, Alice et Iki l'attendre, visiblement inquiets. Réalisant sa défaite, elle demande à tout le monde de partir, disant qu'elle est épuisée. Il quitte la pièce comme elle l'a demandé, mais Iki et Stella la regardent de l'extérieur. Iki dit à Stella que Shizuku est devenue vraiment forte. Plus tard, Alice reste pour parler à Shizuku. Il la réconforte en la serrant dans ses bras et la félicite pour sa très belle performance. Il lui dit qu'Iki l'a regardée jusqu'au bout et qu'elle n'a pas besoin d'être si dure avec elle-même. Shizuku le serre en retour et pleure, libérant ses émotions. Les jours suivants, Stella remporte ses batailles, enchaînant les victoires pour un total de 14 matchs.
Après un combat, elle et Iki vont se promener dans les bois. Discutant de leur progrès, elle mentionne qu'elle se sent plus forte et a beaucoup plus d'endurance, lui attribuant cela en plaisantant, disant que c'est grâce à sa torture pendant leurs entraînements. Elle lui rappelle leur promesse d'être sélectionnés pour combattre au Festival des 7 étoiles et de s'affronter à nouveau en finale. Ils reconnaissent tous deux que pour atteindre cet objectif, ils doivent gagner tous les matchs restants, ensemble. À l'école, des avis informent les élèves qu'il ne reste que 4 matchs pour la sélection du représentant de l'école. Plus tard, la directrice interroge Iki sur un vieil homme, Akaza, de la Fédération internationale des chevaliers magiques. Iki confirme qu'il connaît cet homme et l'a rencontré quelques fois quand il vivait encore chez ses parents, et que l'homme travaille maintenant pour son père. La directrice l'informe qu'apparemment, Akaza est désormais en charge du comité d'éthique et soupçonne qu'il espionne secrètement l'école. Elle est surprise qu'il puisse tomber si bas et recourir à de tels moyens détournés, mais Iki pense que l'homme agit de son propre chef, par haine personnelle envers lui. Plus tard, lui et Stella sont invités à se rendre au conseil des élèves, où ils sont chaleureusement accueillis par Tukatuto, la présidente. Elle ordonne ensuite à Yutakata de ranger toutes les bandes dessinées après les avoir lues. Elle réprimande aussi les autres membres pour qu'ils remettent leurs affaires à leur place. Stella et Iki observent la scène, perplexes, se demandant pourquoi on leur a demandé de venir au conseil des élèves pour une affaire aussi triviale. Dans la scène suivante, ils se rendent tous dans un endroit où Iki et Stella découvrent que Tuka est impliqué dans des activités sociales. Elle aide des enfants à Mead, et Yutakata les informe qu'il était dans une situation similaire il y a quelques années. L'un des enfants reconnaît Stella à la télévision et s'approche pour lui demander de jouer, ce qu'elle accepte. Ensuite, ils rejoignent tous les enfants et jouent avec eux, tandis qu'Iki, Tuka et Yutakata aident à préparer la nourriture pour les enfants défavorisés. Iki remercie Tuka de l'avoir sauvé au camp et aussi d'avoir livré un beau combat à sa sœur. Yutakata lui dit que Shizuku était très forte, car elle a forcé Tuka à retirer ses lunettes. Iki confirme si c'est parce que Tuka peut améliorer la précision de son art noble en bloquant sa vision, et Tuka confirme que c'est effectivement vrai. Elle explique que les actions humaines sont toutes contrôlées par les signaux de transmission de notre cerveau, un faible courant électrique. Étant une utilisatrice de foudre, elle peut capter ces signaux grâce à sa technique appelée vision inversée. Elle explique ensuite que c'est grâce à cette capacité qu'elle a pu voir les pièges et les attaques soudaines de Shizuku. Tuka leur dit qu'elle s'occupera du reste de la cuisine et demande à Iki et Yutakata de faire une pause. Pendant ce temps, les enfants s'amusent à jouer avec les autres membres du conseil des élèves. Durant leur pause, Iki dit à Yutakata qu'il est fasciné par Tuka et ne peut s'empêcher de la regarder. Yutakata lui dit que c'est parce qu'il voit son essence, la source de sa force vient d'aider les enfants aux situations compliquées et aux milieux défavorisés. Il informe que tous ces enfants ont vécu des moments terribles. Le père de l'un d'eux voulait en finir avec son propre fils, devenu agressif et brisé, mais elle n'a jamais abandonné, et grâce à elle, l'enfant a pu se retrouver. Il dit à Iki qu'elle veut donner aux enfants de l'espoir, du courage et les soutenir. Après avoir cuisiné, elle distribue la nourriture à tout le monde et s'occupe des enfants. Iki observe son attention sincère et sa compassion pour eux, et réalise que sa vraie force réside dans son altruisme et son dévouement à aider les autres. Plus tard, Iki et Stella retournent à l'école en bus. En arrivant, ils voient Alice, Shizuku et la journaliste Kagami s'approcher d'eux. Kagami leur montre un journal avec leurs photos en train de s'embrasser et les informe que la presse s'emballe pour cette nouvelle, à cause de la popularité de Stella. Elle arrache l'article des mains de Kagami, le lit et devient furieuse quand le journal dit qu'Iki est le pire des types, dont la mauvaise conduite est un problème pour la Fédération des Chevaliers depuis un certain temps. Elle brûle le papier de rage, et à ce moment-là, une voiture de luxe s'arrête près d'eux, et Akaza en sort, riant de façon psychotique. Il informe Iki qu'à cause de cet incident, il a été convoqué à une audience par le comité d'éthique de la Fédération internationale, et lui demande de l'accompagner. Stella intervient pour le défendre, mais il l'arrête et accepte de venir, n'ayant pas d'autre choix. Pendant l'audience, Akaza interroge Iki sur sa relation avec Stella. Il lui demande quand il a commencé à sortir avec elle, et il répond que c'était vers le début des matchs de sélection. Akaza l'accuse d'avoir une relation inappropriée avec elle, mais Iki défend leur amour et refuse d'admettre toute faute. Akaza lui ordonne de ne parler que lorsqu'on le lui demande, sinon il fera mauvaise impression. Iki accepte de coopérer et s'excuse. Pendant ce temps, la directrice discute de la situation avec Sekio et lui dit qu'Akaza utilise des mesures sournoises pour discréditer Iki. De retour à l'audience, ils le mettent dans sa cellule pour dormir et l'informent qu'il doit être présent à l'audience à 6h le lendemain matin. Pendant ce temps, Stella gagne une autre bataille, mais tout le monde parle d'elle et répand des rumeurs. Cependant, elle est plus préoccupée par l'impact négatif de leur relation sur Iki et va se coucher en se demandant si elle devrait rompre avec lui pour le sauver. Le lendemain, Iki est contraint de disputer son match de sélection au siège du comité au lieu de l'école. Son adversaire est un garçon nommé Ariki, et il lui est interdit d'avoir toute conversation personnelle avec lui. Le match commence. Plus tard à l'école,
Shizuku, Alice, Stella et Kagami discutent d'Iki à la cafétéria. Kagami leur montre un nouvel article disant qu'Iki a gagné la bataille de justesse. Alice informe que les nouvelles sont sous l'influence du comité d'éthique et que chaque article sera contre Iki pour le discréditer. Stella, submergée par la culpabilité et le remords, leur demande si elle devrait rompre avec Iki. Soudain, Shizuku la frappe avec une attaque d'eau et lui dit qu'il endure cette situation parce qu'il tient à leur relation. Shizuku part ensuite en disant que si elle ne peut pas comprendre cela et le trahit, elle ne lui pardonnera jamais. Stella réalise qu'Iki essaie de la protéger, qu'il se bat pour elle. Les jours suivants, Iki continue de gagner des batailles et a été victorieux dans un total de 16 combats. L'instructrice Yuri-chan lui offre son soutien quand il s'effondre d'épuisement et lui donne secrètement un gage d'encouragement de la part de Stella. Elle part ensuite, disant qu'elle le retrouvera pour son 17e match. Ensuite, il ouvre le papier que Yuri-chan lui a donné et voit que Stella lui a offert une mèche de ses cheveux. Il puise de la force dans son geste et continue de se battre lors de sa prochaine bataille au quartier général, avec une détermination renouvelée. Pendant ce temps, Stella gagne aussi ses matchs pour tenir sa promesse à Iki de s'affronter en finale. Iki demande à Akaza d'organiser une rencontre avec son père et lui dit qu'il fera appel de son innocence directement auprès de lui, car il est le chef du comité. Lors d'une réunion, son père, Itsuki Kurogane, le félicite pour ses victoires au match de sélection jusqu'à présent. Cependant, il lui fait comprendre qu'il l'a toujours reconnu, mais estime que quelqu'un sans talent comme Iki ne devrait pas être autorisé à exceller. Ces mots l'affectent profondément, et il se met à pleurer, réalisant qu'il cherchait la validation au mauvais endroit. Alors que l'heure de son match contre Tukatuto approche, marquant sa bataille finale, le comité d'éthique menace de priver Iki de son statut de chevalier s'il perd. Il l'informe que s'il gagne contre Tuka, le comité d'éthique n'ira pas plus loin dans l'audience. Et il accepte. Le lendemain, Iki médite sur les paroles de son père et les actions altruistes de Tuka, qui s'occupe d'enfants défavorisés et leur donne du courage. Il regarde son épée vide et sans valeur, se demandant ce qu'il doit faire maintenant. Pendant ce temps, Tuka parle avec sa mère au téléphone et Shizuku arrive. Yutakata l'accueille et Tuka s'excuse de l'avoir fait venir. Elle demande si Shizuku savait que le prochain adversaire d'Iki était elle. Shizuku confirme qu'elle le savait effectivement et exprime son inquiétude concernant les méthodes douteuses de la fédération. Tuka lui dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter leur décision, et même si elle a entendu que l'état d'Iki était mauvais, elle croit qu'il sera sur le champ de bataille, donnant tout pour la vaincre. Tuka ajoute qu'elle ne peut pas faire les choses à moitié face à lui, elle doit le combattre avec son cœur et son âme, et demande à Shizuku si elle va demander à Iki de se retirer du combat. Shizuku lui dit qu'elle a besoin de temps pour y réfléchir, et demande plus tard à Alice si elle devrait empêcher Iki de participer à la bataille. Alice dit à Shizuku que seule elle peut trouver la réponse à cela, car elle est la seule personne de la famille à qui Iki s'est ouvert, et elle comprend à quel point Tuka est forte, de par son expérience lors de leur précédente bataille. Tuka se questionne, se demandant si elle sera fière d'aller à la compétition nationale après une telle bataille, qu'elle gagne par forfait si Iki se retire, ou qu'elle gagne contre lui s'il se présente. Yutakata lui rappelle que le match pourrait être truqué par certains adultes du comité d'éthique pour satisfaire leurs désirs égoïstes, et lui dit qu'elle doit se battre d'une manière dont elle pourra être fière. Pendant ce temps, Stella s'entraîne pour sa propre bataille. Plus tard, le match final de sélection de l'école est annoncé, avec 6 combats dans 6 lieux différents, et les vainqueurs recevront des billets pour le festival de la bataille des 7 étoiles. Stella affronte Mizuki Oinats, l'une des représentantes de l'école, et le public attend avec impatience la bataille entre Iki et Tuka, diffusée à la télévision. La directrice et Sekio discutent du prochain match d'Iki et de la façon dont Akaza aurait pu manipuler cette situation pour imposer Tuka comme adversaire d'Iki, et qu'il n'a pas d'autre choix que de gagner contre elle. C'est alors que le légendaire dieu de la bataille, Nango, arrive, à la grande irritation et surprise de Sekio. Il se chamaille un moment et la directrice l'accueille, lui demandant s'il est venu voir Tuka. Il informe que bien que Tuka soit sa pupille préférée, il est en fait venu voir la performance d'Iki parce qu'il est de la famille Kurogane. Soudain, Akaza se joint à la conversation et suggère que le match pourrait être annulé. L'annonce stipule qu'Iki n'est pas encore arrivé, et s'il ne se présente pas dans les 15 minutes, Tuka sera déclaré vainqueur. La directrice demande à Akaza pourquoi Iki n'est pas encore venu, car il avait promis que la fédération l'amènerait dans leur voiture. Il hausse simplement les épaules et lui dit qu'il y a peut-être eu un malentendu. Et quand il est allé le chercher en voiture, Iki était déjà parti seul. Il lui dit froidement qu'Iki n'est pas un enfant, donc il devrait aller bien, à moins qu'il ne s'effondre en chemin. Akaza rit alors diaboliquement. Pendant ce temps, épuisé et fatigué, Iki repense aux mots de son grand-père et lutte pour atteindre le campus. Le doute l'assaille. A-t-il choisi de manière irresponsable de vivre selon la devise de son grand-père, ne jamais abandonner, et de devoir constamment dépasser ses capacités? Son doute lui demande comment il peut vaincre Tuka, alors que personne ne voulait de lui, et lui dit que c'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec une épée faible. C'est alors que Shizuku le trouve et le serre contre elle, lui disant qu'elle ne veut pas qu'il combatte Tuka, mais qu'elle ne l'arrêterait pas non plus.
elle exprime qu'elle souhaite juste le voir heureux et qu'il continue de sourire. Tout le monde, y compris les élèves qu'il a entraînés, les membres du conseil des élèves, Yuri-chan, la journaliste et Alice, l'encouragent et l'acclament. Shizuku lui rappelle qu'il avait encouragé tout le monde et qu'ils rêvaient tous à travers lui, et Kiki n'est pas seul. Il voit enfin Stella, qui lui fait un signe de la main avec enthousiasme et lui montre la médaille qu'elle a obtenue en remportant ses batailles, lui donnant enfin la chance de participer au festival des 7 étoiles, comme il l'avait fait promis. Avec une détermination et un but renouvelé, Ikki décide de prendre part à la bataille et arrive à l'arène. Tuka et Ikki entrent sur le champ de bataille et la foule attend avec impatience le début du combat. Tuka s'excuse auprès d'Ikki, avouant qu'elle n'a pas pu s'empêcher d'être excitée par leur bataille depuis qu'elle l'a vue pour la première fois. Ikki partage le même sentiment, promettant de ne pas livrer un combat honteux, ni à elle, ni à quiconque l'a soutenu. Il se prépare à donner le meilleur de lui-même pour la vaincre. Ils invoquent en leurs épées, la bataille finale commence. Ikki lance son attaque d'ouverture et invoque sa technique ultime, Ito Shura, dès le début, choquant tout le monde. Stella, cependant, reste calme, persuadée qu'il a décidé de se battre franchement, sans user de ruse pour gagner. Tuka réalise que si elle parvient à éviter ses attaques maintenant, elle gagnera sûrement la bataille. Ikki sait qu'il est inférieur en force par rapport à Tuka, mais il met tout son être dans ce moment extrême pour asséner un coup parfait. Tuka se prépare à contrer avec son attaque ultime de foudre tranchante, mais Ikki invoque sa 7ème épée et la frappe avant qu'elle ne puisse riposter. Elle s'effondre au sol et ainsi Ikki est déclaré vainqueur. Akaza est choqué et demande à Nango si Tuka a perdu exprès, mais Nango explique que Tuka a utilisé toute sa puissance pour contrer Ikki qui a dépassé ses limites au dernier moment pour la terrasser avec quelque chose au-delà d'Ito Shura. Seikyo suggère de nommer cette nouvelle technique Ito Setsu, quelque chose de plus extrême que l'extrême, écrasant comme un démon ou une oreille humaine. Akaza n'en croit pas ses yeux et hurle que c'est impossible et s'apprête à faire quelque chose pour discréditer le succès d'Ikki, mais la directrice dit à Seikyo qu'il est trop tard, car Ikki a fait ses preuves et personne ne peut plus lui refuser sa victoire. Alors qu'Ikki lutte pour ne pas s'effondrer, Akaza tente de l'attaquer, mais Stella le défend et affronte Akaza pour avoir défié Ikki dans un tel état. Elle repousse Akaza avec son épée et se précipite vers Ikki, lui exprimant son amour tel qu'il est. Ikki réalise que la chaleur de Stella est ce qui l'a sauvée et lui demande si elle voudrait être sa famille. Elle accepte la proposition et consent à être sa fiancée. Tout le monde acclame Ikki et Stella, et Shizuku accepte la réalité de leur relation. Pendant ce temps, Itsuki reçoit un appel de l'empereur de Vermilion, le père de Stella, qui l'informe qu'il a appris la proposition d'Ikki à Stella. Itsuki s'excuse rapidement, mais l'empereur écarte cela, suggérant que leurs enfants devraient être tenus à l'écart des manigances d'adultes et souhaite leur bonheur. Plus tard, les vainqueurs du match de sélection pour le festival des 7 étoiles sont annoncés. Ikki, Kanata, Alice, Stella et 2 autres filles. Ils participeront au festival et tournoi des 7 étoiles en tant que représentants de l'école. La directrice appelle ensuite Tuka sur scène, où elle annonce Ikki comme leur nouveau président, et le public l'acclame comme son leader. Elle exprime sa fierté envers lui, Ikki la remercie pour sa progression, Tuka l'encourage à porter les espoirs de ceux qui ont perdu et à atteindre le sommet du tournoi des 7 étoiles avec le drapeau de l'école, et il promet de le faire. Plus tard, il confie à Stella qu'il pensait ne pas se soucier de l'opinion des autres tant qu'il connaissait sa propre valeur. Mais être reconnu par autrui fait en fait du bien, surtout par quelqu'un qu'il apprécie.